Les États-Unis se retirent de leur campagne en mer Rouge, non pas en vainqueurs, mais parce qu'ils sont poussés par l'urgence d'une réalité militaire qu'ils avaient sous-estimée, la ténacité des forces yéménites. Sous l'égide d'Oman, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Washington et les combattants alliés au mouvement Ansarullah, marquant donc un tournant dans une guerre maritime lancée il y a un an par les Américains qui prétendaient vouloir sécuriser le commerce naval international. N'importe quoi. Comme d'habitude, ils avaient besoin de trouver une raison à vendre à leur opinion publique pour pouvoir aller massacrer des gens à l'autre bout de la terre. Mais faute de contrôle et de résultats tangibles, cette confrontation touche à sa fin. Tandis que les autorités de Sanaa annoncent vouloir maintenir leur soutien militaire à Gaza, le retrait américain illustre bien plus qu'un simple changement de stratégie. Il révèle en creux un échec retentissant. Leur opération s'est heurtée à un mur de résistance qu'ils n'ont jamais réussi à briser. Malgré une avalanche de bombardements, je parle de plus de 1000 bombardements depuis mars 2024, les États-Unis n'ont pas réussi à neutraliser l'influence croissante des forces yéménites dans la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden. Ce fiasco stratégique souligne les limites de leur puissance militaire dans un théâtre de guerre où ils ne maîtrisent ni le terrain ni l'ennemi. En bout de course, le Yémen en ressort renforcé. Dès son lancement, l'opération américaine baptisée Prosperity Guardian a souffert d'un manque de vision. Ce qui devait être une mission de sécurisation maritime s'est rapidement transformé en un affrontement désordonné, sans cap politique clair. Les stratagèmes de Washington ont mal évalué les rapports de force et ont sous-estimé la combativité yéménite. Malgré la supériorité technologique de leur aviation, supériorité technologique incontestée, les Américains, les États-Unis, les États-Uniens n'ont pas pu affaiblir la capacité opérationnelle ni entamer la détermination de Sanaa. Pire encore, leurs frappes ont involontairement accéléré le développement militaire local, plaçant Washington dans une spirale d'escalade qu'elle ne pouvait pas gagner. La guerre asymétrique menée par les Yéménites, qui sont adaptés à leur relief montagneux et à leur culture de résistance, a posé de redoutables défis aux Américains. Les chefs militaires opéraient depuis des forteresses naturelles, protégées sous l'œil des satellites américains. Le renseignement des États-Unis en panne d'informations, en manque d'informations fiables sur les structures militaires outils, ne disposait d'aucune base de données solide pour pouvoir identifier des cibles précises. Donc, fort de leur expérience acquise face à la coalition saoudienne et émirate, les dirigeants de Sanaa ont pris l'ascendant stratégique donc. Dans un entretien avec The Cradle, le colonel Achad al-Watairi a détaillé 5 raisons majeures expliquant la débâcle américaine. Première raison, c'est le recours par le Yémen des armes simples mais très efficaces, comme des drones et des missiles balistiques. Ça a suffi à contrer la flotte américaine. Il y a aussi l'incapacité de Washington à protéger les navires israéliens ou d'autres navires alliés. Après, Ansarullah a fait des révélations sur les réseaux d'espionnage américo-israéliens tout en restant ferme sur ses conditions. Condition qui est l'arrêt de la guerre à Gaza. Les pays arabes proches des États-Unis, hormis le Bahreïn, ont décliné leur participation à la coalition. Et enfin, le gouffre financier de l'opération avec des systèmes d'interception valant des millions qui sont mobilisés par les États-Unis, alors que du côté du Yémen, eux, ils mobilisent quelques drones bon marché. Bon marché à l'échelle militaire, bien sûr. C'est donc autant de choses qui ont fait prendre l'avantage tactique au Yémen et fait perdre l'avantage des Américains. La tentative états-unienne de bâtir une coalition militaire régionale contre le Yémen s'est heurtée à un refus généralisé. Les pays du Golfe, encore marqués par leur échec passé, ont préféré rester en retraite. L'Arabie Saoudite, engagée dans une sortie du conflit depuis 2022, n'a pas voulu y replonger. Vraiment, depuis 2022, ils font l'effort de vouloir quitter de là. Ils ne vont pas revenir tête plongée simplement parce que Trump le demande. Les Émirats, quant à eux, ont simplement limité leur aide à un soutien logistique. Et l'Égypte a opté pour la prudence et a simplement gardé le silence. L'Égypte n'a rien dit. Mais bon, quelque part, qui ne dit rien le consent. C'est simplement pour s'en servir d'excuse plus tard. Puisque si tu ne dis rien, après, face à n'importe qui, tu pourras dire que oui, j'étais de ton côté, c'est pour cela que je n'ai rien dit. En tout cas, cette posture prudente s'explique. Le leader d'Ansarullah, qui s'appelle Abdel Malik al-Houthi,
a clairement averti que toute complicité militaire avec les États-Unis exposerait les pays voisins à des représailles directes. Ces menaces ont suffi à dissuader toute intervention terrestre. Les projets d'incursion appuyés par les forces spéciales américaines et certaines milices régionales ont tout simplement été abandonnés. Le terrain yéménite imprenable et la détermination des combattants sur place rendaient l'opération inenvisageable. Les dirigeants de Riyad et d'Abu Dhabi ont bien compris les risques d'un éventuel engagement frontal. Si les capitales continuent à soutenir les groupes armés indirectement, elles évitent tout affrontement ouvert. L'efficacité de la riposte yéménite contre les intérêts américains et israéliens a ébranlé la crédibilité de l'alliance occidentale. Entre mars 2024 et avril 2025, les États-Unis ont lancé plus de 1000 frappes aériennes. Et le monde a vu ça. Tout le monde a vu ces frappes aériennes au Yémen qui étaient censées être dévastatrices. Pourtant, cette intensité de frappe n'a pas affaibli leurs adversaires, ça n'a pas affaibli les Yéménites. On dirait même que ça les a galvanisés. En mode, bon, on n'a plus rien à perdre. Le Yémen a peu à peu intensifié ses actions, visant d'abord les navires israéliens, puis américains et enfin britanniques, jusque dans l'océan Indien et en Méditerranée, en mer Méditerranée. En juillet, on avait vu Ansarullah tirer des missiles hypersoniques sur Tel Aviv. Un missile a même atteint l'aéroport de Ben Gourion, bouleversant l'équilibre stratégique de la région. Le coût de cette guerre a explosé. En 3 années, Washington avait déjà englouti $1 milliard. Les Américains ont utilisé des munitions de plusieurs millions de dollars. Et tout ça contre des drones qui valent à peine quelques milliers de dollars sur le marché. Donc le bilan il est lourd. 17 drones MQ-9 Reaper abattus, 2 avions de chasse F-18 perdus en quelques jours et un blocus aérien imposé à Israël. Le colonel Ouattahiri affirme que le Yémen a conçu et produit ses armes de pointe sur son propre sol, sans aide extérieure. Cela inclut des missiles capables de déjouer les systèmes de défense les plus avancés, ainsi que des drones frappant aussi bien des cibles militaires que commerciales. Même sous les frappes américaines, l'efficacité des attaques yéménites n'a cessé de s'améliorer et d'augmenter. À Washington, les tensions internes ont commencé à se faire sentir. Le Pentagone a discrètement élargi les marges de manœuvre des chefs militaires sur le terrain, leur permettant de lancer des frappes sans l'aval direct de la Maison-Blanche. Parce que le but était de protéger le pouvoir exécutif des répercussions politiques. Cependant, les coûts, aussi bien financiers qu'en matière d'image, sont devenus de plus en plus difficiles à ignorer. C'était insoutenable. Dans la presse américaine, des interrogations ont émergé concernant la finalité de la direction de l'intervention. L'opinion publique a montré des signes croissants d'impatience. Certaines voix ont commencé à exiger que les États du Golfe, grands bénéficiaires du commerce maritime via la mer Rouge, prennent en charge une partie des dépenses liées à la sécurité de cette voie stratégique. Un destroyer et 3 navires logistiques américains ont été coulés, tandis que les porte-avions USS Abraham Lincoln et Harry S. Truman ont subi de lourds dommages. Même les 500 millions de dollars injectés par les États-Unis dans l'acquisition de missiles intercepteurs n'ont pas changé la donne. Les images d'avions américains s'abîmant en mer et les soldats exténués, on parle de près de 7000 hommes sur le terrain, impuissants face à la détermination des Yéménites, ont ébranlé l'image de la puissance des États-Unis. Cette opération n'était pas uniquement une riposte aux attaques en mer Rouge. Elle s'inscrivait dans une stratégie bien plus large, bien plus vaste, visant à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région, notamment via l'implantation progressive de la Belt and Road Initiative au Yémen. Mais l'option militaire s'est retournée contre Washington. Dès le début de l'intervention, les États-Unis ont eu des difficultés à construire un récit de victoire. Le Pentagone s'est contenté de diffuser des vidéos d'avions qui décollaient de plusieurs porte-avions américains sans véritable substance stratégique. Il était impossible de parler de choc et effroi, ni de présenter la campagne comme une suite de succès militaires. Les forces armées du Yémen ont annoncé mercredi avoir donc obligé les États-Unis à suspendre leur offensive militaire contre leur pays à la suite d'une vaste opération menée en mer Rouge. Cette annonce intervient peu après que le président américain Donald Trump a déclaré la fin des frappes, prétendant par contre que la résistance yéménite aurait déposé les armes. Donc selon le communiqué yéménite, une attaque combinée aérienne et navale a visé le porte-avions américain USS Truman ainsi que d'autres bâtiments militaires situés dans le nord de la mer Rouge. L'opération, menée au moyen de missiles balistiques et de drones, a semé la panique parmi les forces américaines. Cette manœuvre a interrompu une frappe américaine planifiée et a envoyé un message clair à Washington. Toute nouvelle agression va entraîner des conséquences sévères. La menace était très claire et les États-Unis affirment
affaiblis n'ont pas eu d'autre choix que de l'écouter. Dans la même déclaration, les forces yéménites ont précisé que leurs drones avaient également ciblé l'aéroport de Raymond, aussi appelé Ben Gourion, et ce uniquement en guise de solidarité avec la population de Gaza. Donc, ils ont clairement expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont bombardé l'aéroport en question. Le Yémen a réitéré son engagement à soutenir militairement Gaza et à bloquer les navires israéliens dans la mer Rouge et aussi dans la mer d'Oman, tout en perturbant les vols à destination de l'aéroport Al-Lid. Le porte-parole du mouvement Ansarullah, Mohamed Abdul Salam, a affirmé sur Al Jazeera, un média, que les États-Unis avaient dans un premier temps tenté de forcer le Yémen à cesser toute aide à Gaza. Sauf que face à l'échec diplomatique et militaire, Washington a finalement reculé. Il a également confirmé que le sultanat d'Oman avait joué un rôle intermédiaire dans les négociations indirectes, tout en niant qu'un accord formel avait été signé, contrairement à ce que Trump disait de son côté. Parce que Trump disait que non, il y a un accord qui a été signé. Lors d'une conférence de presse, Donald Trump a évoqué un arrangement avec le Yémen. Il a dit ceci: nos frappes ont été extrêmement puissantes. Il parlait des attaques américaines contre les civils yéménites, des civils. On poursuit la citation. Ils ont une capacité de résilience impressionnante. Ce qu'ils ont enduré est incroyable et leur courage mérite d'être reconnu. Donc il finit de tuer les gens pour dire que voilà, bon, comme on n'a pas pu les soumettre, ils sont impressionnants, ils ont une capacité de résilience impressionnante. Bravo. Quelqu'un qui frappe les civils. Trump a aussi affirmé que les Houthis s'étaient engagés à ne plus cibler les navires, ajoutant que les États-Unis vont respecter cet engagement de leur côté. En tout cas, ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que nous sommes en train de vivre le déclin d'un empire. Washington découvre les limites de sa puissance, comme tout un tas d'empires avant lui. Et comme toujours, l'orgueil précède la chute. Et vous et moi savons à quel point les Américains sont orgueilleux. Les Houthis, un petit groupe méprisé par l'Occident, viennent de dicter leurs conditions à la première armée du monde. Vous imaginez ça? C'est une gifle géopolitique, une leçon de courage, de patience et de stratégie asymétrique qui doit inspirer les différentes luttes africaines à venir et présentes. Et pour ceux qui croient encore que l'empire est invincible, souvenez-vous de l'Afghanistan, du Saigon et aujourd'hui souvenez-vous du Yémen. Il y a plein de batailles que l'empire n'arrive pas à gagner. Et en multipliant les échecs, surtout en étant de plus en plus nombreux, ça va précipiter leur chute. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.